exécutif, chères familles, chers amis, bienvenue à tous à la 3e cérémonie du programme des résilientes par l'association ACE. Alors, c'est toujours un énorme plaisir pour nous de vous voir ici à nos côtés. Je me présente, je suis Isabelle. J'ai eu le privilège de faire partie du keynote de ce programme. Donc c'est une grande fierté pour moi d'être ici ce soir. Il y a un petit peu de trac, je ne vous le cache pas, mais vous me le pardonnerez. Ce soir, vous allez assister à un moment unique, original, touchant. Ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Ce soir, nous allons assister à l'étape finale du chemin de reconstruction entrepris par ces femmes. Chacune à son échelle. En fait, quel que soit leur itinéraire, elles se sont retrouvées elles. Donc ce soir, mesdames, les R3, le Sénat est à vous. Comme la vie nous le fait si bien comprendre, on ne se fait pas seul. On peut avoir besoin de soutien. Et il est pour nous de la plus haute importance de remercier tous nos partenaires, toutes les personnes qui ont permis à ce programme des résilientes de perdurer. L'association ACE tient à remercier le sénateur Hakim Mellouli ainsi que sa collaboratrice, Madame Safia Rizoug. C'est grâce à eux que nous avons le privilège de passer cette soirée dans ce lieu aussi somptueux que le Sénat. Merci à eux, merci pour leur gentillesse, merci pour leur disponibilité, merci pour leur engagement. Nous remercions tout particulièrement Monsieur le délégué du préfet du Val-d'Oise pour son soutien et son encouragement. Nous tenons particulièrement à remercier également la ville de Villiers-le-Bel. Nous tenons également à remercier M. Yuri Mazou Sako, qui dans l'ombre nous apporte son soutien précieux. On ne le voit jamais, mais c'est une des pièces maîtresses de ce programme, c'est le moteur de ce programme. Nous remercions également Hichem, notre donateur anonyme. J'ai dit son nom, mais c'est pour qu'il se reconnaisse, vous ne saurez pas qui c'est. Merci à lui, merci. Le Big Five, nous remercions le Big Five qui non seulement nous met à disposition gratuitement ces terrains pour que l'on puisse s'y amuser, mais qui nous soutiennent aussi financièrement. Et bien sûr, l'association ACE remercie tout particulièrement toute l'équipe, Léonce, Mahmoud, JP, Céline, Najet, Gogo, Nadia, les stagiaires aussi, les stagiaires en or, Fatima, Selma, Aymana, Sarah. On remercie aussi la team Quoi de neuf dans le monde. Alors pour que vous les reconnaissiez, j'aimerais juste qu'ils se lèvent, s'il vous plaît, la team Quoi de neuf dans le monde. Alors c'est assez particulier. La team Quoi de neuf dans le monde, c'est la team des jeunes de l'équipe ACE. Et en fait, tout au long de l'année, on a travaillé de manière intergénérationnelle. Et là où normalement c'est à nous les mamans de soutenir les jeunes, et ben, ces jeunes-là nous ont énormément soutenus. Ils ont été là dans tous les événements à nos côtés. Et c'est des jeunes qui font beaucoup dans l'association. Et donc un grand merci à eux. Je remercie également toutes nos familles qui sont présentes, les enfants aussi, qui sont une vraie force pour nous. Merci à eux et merci à vous d'être là. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous soutenez le projet, c'est que vous marchez à nos côtés et c'est que vous êtes prêts à passer le message comme nous.
Donc merci énormément de votre présence à toutes et à tous. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de soutien depuis le début de ce programme. Je vais laisser la parole à un homme. Alors, ça a été le seul homme à avoir le privilège de participer à notre cours 100% femmes. Bon, s'il l'a fait, c'est qu'il nous soutient, c'est que la cause le touche. Merci, merci à vous, merci vraiment pour vos encouragements. Et je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Être féministe, même en étant un homme, et je pense que c'est une très belle valeur à défendre. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette course. Monsieur le sénateur, Madame la présidente de l'association ACE, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chères participantes, chères résilientes, c'est avec un honneur tout particulier que je prends la parole ici, dans cette haute assemblée, pour porter la voix de l'État. Et je tiens, avant de dérouler ce discours, d'excuser l'absence de Madame la préfète déléguée pour l'égalité des chances, qui n'a pas pu se rendre disponible ce soir. Donc effectivement, c'est un honneur pour moi d'être présent ici pour porter la parole de l'État à l'occasion de ce programme des résilientes, porté avec détermination par l'association ACE de Villiers-le-Bel et soutenu par la préfecture du Val-d'Oise dans le cadre de la politique de la ville. Je tiens à vous dire à quel point ce moment est fort, car ce n'est pas uniquement un moment où nous allons entendre le bilan de cette action, ce n'est pas uniquement un moment où nous allons entendre des indicateurs qualitatifs, quantitatifs, mais c'est bien un moment où nous allons célébrer une aventure humaine, un engagement républicain et une victoire contre le silence, contre l'effacement, contre l'isolement et pour la libération de la parole de la femme. Le premier message que je souhaite porter aujourd'hui est un message républicain de soutien total aux engagements pour l'égalité des femmes et des hommes. Cette égalité n'est pas une option. Elle est le pilier fondamental de notre République et de notre démocratie. Elle est inscrite dans la Constitution, mais aussi dans notre devise, liberté, égalité, fraternité. Elle est une responsabilité collective. En 2025, cette égalité reste à conquérir. Elle se heurte à des réalités bien trop brutales et bien trop présentes encore aujourd'hui. Discrimination à l'embauche, inégalité salariale, charge mentale invisible et plus grave encore, les violences sexistes et sexuelles qui touchent des milliers de femmes dans tous les territoires, dans tous les milieux sociaux. Les chiffres sont accablants. En 2024, 146 féminicides ont été recensés. J'ai vérifié ce matin et depuis le début de l'année, 59 femmes sont mortes sous les coups de leur mari. Au cours de sa vie, une femme sur 5 se dit victime de violences. Et dans nos quartiers, les femmes cumulent les vulnérabilités. Précarité, isolement, difficulté d'accès d'emploi, logement et santé. C'est pourquoi le combat pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes est une priorité absolue pour l'État. Dans le Val-d'Oise, ce combat se traduit par des actions concrètes. Et l'action qui est portée ce soir par l'association ACE est une action très importante et qui prend tout son sens dans ce combat. Le programme des résilientes s'adresse à des femmes ayant vécu des parcours de vie difficiles, marqués par des ruptures, parfois même des violences ou encore des discriminations. Il propose un accompagnement global grâce à des professionnels, mais aussi des acteurs symboliques et une action collective. L'État, à travers la politique de la ville, est fier d'avoir soutenu cette initiative. Car ici, on ne se contente pas de répondre à une détresse. On bâtit une reconstruction, on redonne le pouvoir d'agir, on insuffle une dynamique de résilience et d'émancipation. Je tiens à saluer très sincèrement le travail remarquable de l'association ACE, que je connais bien pour sa constance, son exigence et son ancrage local à Villiers-le-Bel. Vous avez su mettre en place un dispositif à la fois structurant et profondément humain. Vous avez su créer un espace de parole, d'écoute, de bienveillance, mais aussi d'action concrète. Car le chemin de la résilience ne peut se limiter à la réparation. Il doit aussi mener à l'autonomie, à l'insertion et à la citoyenneté active. Je veux également saluer l'équipe qui accompagne tout ce programme, les coachs,
les psychologues, les formateurs, les intervenants, mais aussi tous les bénévoles de l'association qui font un travail remarquable pour porter cette action, entre autres, et les autres actions qui sont portées par l'association ACE. Et bien sûr, je veux m'adresser à vous, vous les femmes qui avez traversé des moments difficiles, vous les femmes qui avez su un jour parler, vous les femmes qui avez su un jour vous émanciper, vous, les résilientes, vous êtes l'âme du dispositif. Vous avez trouvé la force de vous lever, de parler et de vous reconstruire. Vous avez accepté de ne plus être invisible. Vous êtes visible et nous vous voyons aujourd'hui. Vous êtes plus que des bénéficiaires. Vous êtes les actrices de la transformation, celle de vos vies et par-delà celle de notre société. Cette cérémonie de clôture intervient dans un contexte où les questions d'égalité et de lutte contre les violences sexistes sont au cœur de l'actualité. En mars dernier, le gouvernement a annoncé le nouveau plan national pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui devrait durer de 2025 à 2027. Je me permets de vous rappeler quelques points de ce plan. Premièrement, un renforcement des dispositifs de protection des victimes, notamment via des places supplémentaires en hébergement d'urgence. Je crois notamment qu'à Villiers-le-Bel, la ville met à disposition un appartement refuge pour les femmes victimes de violences. Un meilleur accompagnement judiciaire également, avec la présence de référents dans les brigades de gendarmerie, mais aussi dans les commissariats de police. Une accélération de la prévention, notamment à l'école, dans les quartiers, mais aussi dans les médias. Et surtout, une mobilisation de tous les acteurs locaux, car les solutions ne peuvent être que territorialisées, au plus proche des femmes concernées. Ces annonces doivent maintenant se traduire en action. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est à travers des programmes tels que les Résilientes que ces politiques prennent tout leur sens. Mesdames et messieurs, l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas un dossier réservé aux institutions. Ce n'est pas une cause d'un jour, ce n'est pas une cause d'une semaine, ni même une cause d'un mois. C'est une exigence quotidienne. Elle commence dans les foyers, elle se poursuit dans les écoles, s'incarne dans les entreprises, se renforce dans les collectivités et doit vivre dans chaque service public. Alors l'État prend sa part de responsabilité, mais l'État ne peut pas agir seul. C'est l'ensemble de la société civile, des citoyens, des institutions locales qui doivent se mobiliser. La clôture de ce programme ne marque pas une fin, mais c'est une étape. Et l'État restera aux côtés des associations telles que ACE pour les accompagner vers cet objectif. Je souhaite que cette cérémonie soit aussi un moment d'inspiration, que d'autres projets similaires, ou en tout cas qui portent les mêmes valeurs, puissent voir le jour. Car chaque femme qui reprend sa vie en main est un pilier de plus pour la société plus juste. Alors, chères résilientes, vous êtes la démonstration que rien n'est irréversible. Vous êtes la preuve qu'avec de l'écoute, du courage, des moyens, mais surtout de la résilience, vous pourrez former une force collective. Alors merci d'avoir osé, merci d'avoir partagé, merci à vous de nous avoir rappelé avec force que l'égalité n'est pas une abstraction, mais une réalité à construire ensemble chaque jour. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais maintenant laisser la parole à une femme qui me touche énormément, car elle a été présente à chaque étape de ce projet depuis ses tout débuts. Je vais laisser la parole, s'il vous plaît, à Madame Cissé Doucouré, adjointe au maire, déléguée à la politique de la ville. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est aussi beaucoup d'émotions que je vais prendre cette parole au nom de Madame le maire, mais aussi à mon propre nom. Parce que vous, les femmes, parce qu'aujourd'hui c'est les femmes qu'on met à l'honneur, et on sait aussi que vous, messieurs, ici présents avec nous, et cette attache-là fait que Fatima, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je suis cachée. Ah, c'est caché. Je me dis, mais Fatima.
On en a parlé, hein. On a parlé longtemps de ces projets. Les Résilientes, c'est un aboutissement de belles choses que tu avais commencé à réaliser bien avant que tu n'arrives sur notre territoire. Je sais qu'elle vient du 93, la Courneuve, et qu'elle a fait des belles choses là-bas. Et moi, natif presque de Villiers, parce que je ne suis pas si natif que ça, je suis arrivée à l'âge de 4 ans, c'est un honneur de t'avoir parmi nous. Pourquoi? Parce que porter haut, cette valeur, porter haut ces luttes, ces besoins, c'est pas si facile, surtout quand on est une femme. Et je pense que plusieurs comprendront pourquoi je dis cela. Et peu importe qu'on soit président d'association, qu'on veuille tout simplement travailler, qu'on veuille devenir une femme élue, et je peux vous dire que c'est pas facile. Parce qu'en tant que femme, quand on se dit on vient et qu'on veut porter aussi la voix, qu'on veut amener des projets, on est stigmatisé, on peut être rabaissé, on peut être rigolé, moqué, mais la force fait que ce qu'il y a aussi chez une femme, c'est cette résilience. La résilience. Et c'est pour ça que ce beau projet, il parlait à mon cœur. Et je ne pouvais pas démarrer sans dire ce que j'avais envie de vous dire au fond de mon cœur. Et là, maintenant, je vais être un peu plus protocolaire. Et je vais continuer sur le protocole et faire comme tout le monde le dit, mais je ne suis pas si protocolaire que ça. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par ce que je suis. Donc, c'est de vous dire que, au nom de Madame la maire, déjà, faire le protocole, c'est bonjour mesdames, messieurs, le sénateur, la sénatrice, les collaborateurs du sénateur, monsieur le délégué du préfet, ici présent, mes chers collègues élus aussi présents, hein, les chargés des services, je sais qu'Amadouba est présent aussi, puisque c'est notre chef de chargé politique de la ville, mais il y a sur d'autres villes aussi présents. Donc dire aussi bonjour à tous les messieurs et les dames ici présents, mais surtout les résilientes. Donc chères résilientes. C'est vraiment un plaisir, un vrai plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de Madame la maire de Villiers-le-Bel, Madame Kida Djelalali Pistache, qui a été retenue par les engagements de notre commune, mais dont je transmets ici les paroles et son soutien. Nous sommes tous réunis pour célébrer un problème fort et courageux, les résilientes. Troisième volet, troisième édition. Ce projet porté avec force par l'amicale des citoyens engagés, Fatima, toi la présidente, et toute ton équipe, parce que tu l'as dit, hein, seul on peut, hein, et c'est ensemble hein, qu'on fait grand. Ce n'est pas qu'un accompagnement social des femmes en difficulté. C'est un acte militant, au sens le plus noble du terme. Il redonne à chacune sa dignité, sa voix, sa force. Dans les quartiers populaires, nous savons combien les femmes, elles portent tout. J'en suis une, vous en êtes aussi. La famille, souvent le foyer, toujours les blessures du passé, les violences parfois, et cette charge mentale invisible, qui use et qui isole. Alors, quand une initiative comme celle portée par les résilientes offre un espace de respiration, de construction, de sororité, c'est un pas immense vers l'émancipation. Par le sport, je vous ai vu, hein. Et franchement, chapeau. C'était magnifique. Par les rencontres, par l'écoute, par le soin de soi, ce programme permet de renouer avec une estime de soi que tant de facteurs sociaux s'acharnent à éroder. Ce que fait l'association PES, c'est ce que vous faites, chère résiliente, en réalité. C'est refuser la fatalité. C'est bâtir chaque jour un féminisme au quotidien, ancré dans le réel, où la solidarité est le plus beau des leviers. Et à Villiers-le-Bel, on sait ce que c'est, la solidarité. Madame la maire me charge de vous transmettre sa gratitude, ses félicitations. Elle connaît votre parcours, vos combats, vos victoires silencieuses. Elle sait que derrière chaque résiliente, il y a une femme qui se relève. Et avec elle, c'est tout un territoire qui tient beaucoup. Car il n'y a pas de ville forte sans femmes libres. Il n'y a pas de république vivante sans justice pour toutes. Mais Madame la maire,
vous assure notre engagement constant. Pour chaque femme, quelle que soit son histoire, puisse-t-elle aussi se dire un jour « Je suis résiliente ». Je vous remercie. Alors, maintenant, messieurs, dames, pour vous faire rentrer subtilement dans le vif du sujet de la soirée, je vais donner la parole à une des pièces maîtresses de ce projet, la thérapeute qui suit nos résilientes. J'appelle, s'il vous plaît, Madame Léonce Quimbert. Bon. On m'a dit d'être un peu moins technique cette année. On ne sait pas pourquoi on m'a demandé ça. Bon, je vais essayer. La résilience. Waouh, quel mot magnifique. Moi, je l'aime. Tant qu'on m'a demandé d'être un peu... je dirais que c'est comme un arbre. Un arbre qui se plie sous le vent, mais qui ne casse pas. Imaginez un chêne face à une tempête. Il se balance. Ses branches tremblent, mais ses racines profondes le maintiennent ancré dans le sol. Il encaisse le coup, puis se redresse petit à petit. Pour l'humain, c'est pareil. La vie nous réserve des épreuves, des moments difficiles, des coups durs. La résilience, c'est notre capacité à surmonter ces épreuves, à nous adapter, à rebondir après un échec, des difficultés. C'est dur, oui. La résilience, c'est un mot que moi j'aime beaucoup. Ce n'est pas une absence de souffrance, ni une force surnaturelle. C'est plutôt une combinaison de plusieurs facteurs. L'acceptation, l'adaptation, l'apprentissage. L'espoir, oui, l'espoir. Ce n'est pas une qualité innée, hein. On la développe au fil du temps, grâce à l'expérience, au soutien des autres et à notre propre volonté. Tout le monde peut devenir, devenir résilience, avec le temps, à son rythme. C'est une compétence à apprendre et à pratiquer comme un autre. Mais oui, la résilience, c'est un peu un super pouvoir que nous avons tous, toutes, sans exception. C'est la capacité de se relever après avoir vécu des moments difficiles, des traumatismes. Je parle de traumatisme. Être résilient, c'est la question des traumatismes. L'idée, c'est d'aider une personne qui a souffert à comprendre ce qui s'est passé, à prendre conscience de ce qu'il a vécu pour qu'elle puisse dépasser ses épreuves et ne plus être prisonnier de sa douleur. Le but est de se reconstruire, de retrouver une vie qui nous ressemble, qui nous permette de nous sentir bien tout en s'intégrant petit à petit dans cette société. Mais attention, ce n'est pas si simple. On parle souvent de traumatisme, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas toujours un seul événement qui nous blesse. Parfois, ce sont plein de petites choses, micro-traumatismes, qui s'accumulent au fil du temps. Ce sont des expériences douloureuses, des blessures invisibles, qui finissent par laisser des traces. Des traces visibles, invisibles, profondes. Je ne pense pas que ces mots soient trop forts, parce que je pense que la question du traumatisme, c'est une question au pluriel. C'est important de l'entendre au pluriel. Parce que la question des traumatismes, c'est ce qui vient faire traumatisme, qui vient faire effroi, qui vient amener de la souffrance. Vous nous amenez petit à petit à pouvoir le dépasser avec des capacités à faire face. C'est ce qui met en panne notre esprit, qui fragilise nos défenses naturelles. Je parle du psyché. Vous avez dit, je dis un gros mot. Le psyché. Voilà.
Qu'est-ce que c'est le psyché? Bon, je vais rester cool. C'est comme si quelque chose venait briser notre capacité, notre carapace, en laissant des traces et on devient vulnérable. Ces événements, qu'ils soient petits, grands, peuvent venir modifier notre façon de penser, de ressentir les choses, et même de nous comporter et de nous émouvoir. Cela peut être des carences, des ruptures, des injustices, divers mots, des expériences qui ont façonné et modifié notre façon d'être. La résilience, c'est notre chemin. C'est un processus. C'est un long chemin, un processus de guérison, de reconstruction. C'est apprendre à vivre avec ces blessures, à les intégrer à notre histoire, tout en continuant à avancer. C'est un travail difficile, mais qui vaut la peine. La résilience, c'est comme une phase, une phase, des mots, le temps, la tempête. La tempête. C'est la capacité de se relever après avoir été secoué par la vie, à surmonter les épreuves, à guérir de ses blessures. On parle souvent de traumatisme, ces événements qui nous marquent un peu profondément, nous laissent des cicatrices. Je parle de cicatrices. Je reviens, vous avez vu, cicatrices. Parce que les cicatrices, ce n'est pas que ceux qui sont visibles seulement. Mais il faut savoir que ces traumatismes ne sont pas toujours des événements uniques, ni spectaculaires, parce qu'on s'attend à des gros trucs. Il faut que ce soit dramatique pour que ce soit traumatique. Non, ce sont des petites choses, des petites blessures, mais à répétition, des micro-traumatismes qui s'accumulent et finissent par nous fragiliser, par nous briser. Ce sont des expériences douloureuses, comme j'ai pu le dire plus tôt. Ce qui est traumatisant, c'est ce qui nous dépasse, ce qui nous met à rude épreuve, nos défenses. Mais avant tout, ces événements peuvent modifier notre façon, c'est vrai. Mais la question de la résilience nous permet de nous reconstruire, c'est vrai, mais pas que. Parce que la résilience, c'est comme tu te prends une grosse claque dans la vie. La claque, mais bien, hein, bien comme il faut. Un truc qui te fait mal, un trauma. Et là, tu dois te reconstruire. Du genre remonter la pente. Remonter la pente. Oh là là. Mais souvent, ce n'est pas juste une claque. C'est pas juste une claque. C'est plein de petites claques qui s'accumulent. Comme on dit, des trucs qui te blessent en douce pendant des heures, des jours, des mois, voire des années. C'est comme si on te donnait des coups de marteau sur un mur, petit à petit, jusqu'à ce que ça claque, ça craque et ça pète. Et oui, ces micro-traumatismes, ça peut être plein de choses. Un manque d'amour. Je dis peut-être vrai, hein, parce que mon téléphone a sonné. Des ruptures, des injustices, des trucs qui te font te sentir mal. Je sais. Et à force, c'est avant tout la question aussi de la collectivité, à savoir le collectif. La résilience ne peut pas se faire seule. Si on pense que seul on peut y arriver, c'est pas vrai. Le groupe va y aider, le groupe va solidifier. Mais un groupe où on va se sentir sécure, on va se sentir entendu, on va se sentir écouté, guidé. Pas à pas, on va avancer. On va avancer. Et pas à pas, on va pouvoir effectivement remonter la pente. L'entraide, se soutenir mutuellement, partager ses expériences, offrir de l'aide et du réconfort, l'écoute active. Le soutien inconditionnel, les sentiments d'appartenance. En quelques mots, la résilience, c'est un chemin qu'on parcourt ensemble, main dans la main. C'est dans la solidarité, l'écoute, la sécurité que l'on trouve la force de se relever après les épreuves de la vie.
C'est une danse collective où chaque pas compte, où l'harmonie du groupe nous permet de danser plus longtemps. C'est ça la résilience. Je tiens à dire merci à ces femmes, à ces 3 groupes de femmes que j'ai eu la chance d'accompagner, à ces femmes qui m'ont fait confiance, à ces femmes qui ont voulu que je les fasse chier, excusez-moi du terme, parce que c'est ce qu'elles disent de moi. Ouais, elles rigolent tous, mais oui. Ces femmes qui me diront, certaines, je n'avais rien à faire ici, mais qui sont encore là. C'est efficace. Voilà. Il y en a toujours une. En tout cas, un grand merci. Un merci à l'association Un Pas de Côté, qui nous accueille aussi dans ses locaux, à Gonesse, et à la Fondation Equine. Je vous remercie. Avant de passer à la deuxième partie de cette soirée, 2 petites choses. C'est tout à l'heure, j'ai pas vu se lever les jeunes femmes de Quoi de neuf dans le monde. J'ai vu que les garçons, mais j'ai pas vu les jeunes femmes. Très important de les remercier aussi parce que elles sont là. Voilà, elles sont aussi tout le temps là durant tous les événements des résilientes. Elles sont là, elles sont dans la logistique, dans l'organisation. Donc merci beaucoup à elles. J'aimerais aussi remercier Monsieur Bride, alias, je peux dire l'alias ou... Non, Monsieur Bride, grâce à qui on est là ce soir. Parce que, disons-le franchement, des événements comme ça auraient pu se passer dans des maisons de quartier. Nous, on a choisi la qualité pour ces femmes-là. Et c'est grâce à Monsieur Bride, c'est lui qui nous a mis en contact avec Monsieur le Sénateur. Donc 1000 fois merci. On va passer à la deuxième partie de cette soirée. Vous allez pouvoir rencontrer des femmes formidables, des femmes qui sont belles, qui sont fortes, qui ont osé parler, qui ont osé libérer la parole. Et pour ça, j'appelle mes 2 acolytes de choc, les 2 autres maîtresses de cérémonie de ce soir, Camille et Sandrine, s'il vous plaît. Bienvenue sur le plateau du Sénat. C'est quand même incroyable qu'on soit là, ici, ce soir, devant tous ces invités de qualité. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le premier pas qui t'a amené ici, finalement, aujourd'hui? Moi j'ai l'impression que c'était hier. Véritablement, je me baladais au forum des associations de la ville de Villiers-le-Bel et mon regard a été attiré par 3 mots. Confiance, dépassement, affirmation. Je me suis arrêtée et je vais vous passer des détails, mais au sein de cette association, j'ai découvert des personnes qui n'avaient qu'à cœur de me relever. Et je suis plus que contente que d'autres poursuivent ce chemin, l'ont emprunté après moi, après nous, mes guerrières du 2e rang. Je suis contente que vous ayez fait ce pas de côté. Que vous êtes sortis de votre zone de confort, vraiment, pour aller vers vous-même. C'est vrai qu'on a fait de très très belles rencontres au sein de cette association qui est devenue, je peux dire, une seconde famille. Et justement, en parlant de rencontres, la première fois, alors Fatima et moi on habite la même rue, mais je ne l'ai jamais croisée, vraiment, je ne l'ai jamais vue. Et un soir, j'étais à une soirée organisée justement par la ville de Villiers-le-Bel. Ils font pas mal d'événements auxquels j'aime bien participer. Et on fait un petit exercice au début pour se mettre dans le bain. Et on doit marcher, on doit déambuler dans la salle. Et au stop de l'animateur, on doit s'arrêter. Donc on déambule et au stop, on s'arrête. Et l'animateur nous dit, vous allez échanger avec la personne qui est le plus proche de vous. Bah, du coup, je vous laisse deviner qui était le plus proche de moi. Fatima, non? Exactement. Donc c'est la première fois que j'ai rencontré Fatima et quelques semaines plus tard, donc j'ai aussi été au forum des associations. Et là, j'ai vu son stand, je l'ai vu à un stand, et vraiment par simple politesse, j'ai été la saluer. Et me voilà ici.
Est-ce que tu peux nous dire comment cette équipe de femmes et d'hommes engagés, ils ont fait encore cette année pour valoriser et redonner confiance aux Résilientes 3 et aux 2 aussi, et un peu aux 1 aussi, toujours. Toujours avec beaucoup de bienveillance surtout. Toujours, et très simplement. Alors ils ont organisé des temps inattendus pour se reconnecter à soi-même. Et on peut dire merci à la Sophro, merci à Nadjet pour ça. Des photos, tout simple, hein, des photos, pour pouvoir se regarder face à face et découvrir dans cette personne qui est moi, que je suis belle, voilà, que je suis libre et que j'ai encore dans mes yeux cette flamme qui brûle encore. Alors, il faut passer au côté difficile quand même. Tout n'est pas rose, hein. Il y a le côté sportif, avec notre coach d'amour, notre coach booster d'énergie et torsionnaire. C'est notre coach d'amour seulement quand on n'est pas à la séance de sport. C'est seulement ça. là, avec ce genre de contexte, parce que sinon... Mais il nous a amené toutes à réaliser des défis sportifs. Des initiations au handball. Qui fait du handball comme ça? Non, voilà. Nous, on est allés au handball. On a participé à des tournois de foot five. Voilà. Et enfin, on a fini, je vous en passe, hein, parce qu'il y a eu d'autres initiations, mais on a fini par le meilleur, le moon douche, à se rouler dans la boue, il n'y a rien de mieux. Et là, on a pu voir cette année l'esprit guerrier de nos résilientes de la saison numéro 3. Et vraiment, je suis très fière d'elles, d'avoir pu les voir en action. Elles n'ont rien lâché. Bravo. C'est vrai que pour le mudouche, j'étais au premier loge avec toi d'ailleurs. J'avais même pris mes chips, n'en déplaise à certaines. Voilà, je vous ai encouragé avec mes chips. Et c'est vrai que vous avez été incroyables les filles. Franchement, mais cette année, j'ai passé le tout. Une fois, ça suffit. Après, pour nous remettre de toutes ces émotions, il y a des sorties conviviales, participation à des matchs de foot américains, des restos où on peut danser, des secret Santa, des repas partagés où on peut se lâcher enfin, rire, danser, être un peu insouciante. Et ça fait du bien de retrouver cette âme qui est toujours en nous, qui nous a jamais quittés, mais qui malheureusement voilà, est parfois enfouie sous des couches. Et ça fait vraiment du bien de se retrouver tout ensemble, tous ensemble, pour avoir ces temps de lâcher prise et de bien-être. Exactement. Et c'est déjà pas mal ce qu'on fait. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, on n'a pas tout cité. Mais je pense que vous pouvez imaginer, même sans l'avoir vécu, l'impact en fait que tout ce parcours il peut avoir sur nous, ensemble ou individuellement, pour nous ouvrir à la vie tout simplement. Le fait de ne plus avoir peur du regard des autres, le fait de ne plus avoir peur du regard de l'autre, de ne plus se diminuer, ne plus se mettre de côté tout simplement, ne plus avoir l'impression de ne pas exister, tout ça, avec les résilientes, c'est terminé. Reprendre pied, relever la tête, se dire de jolies choses, se valoriser, être libre dans sa tête, s'écouter, partager, rire, danser, danser sous la pluie. Ouais. Merci et bravo mesdames d'avoir fait ce pas vers Nice. Merci à Aïs de les avoir accueillis. Merci de nous avoir écoutés. Oui, tout à fait. Ça c'est bien. De toute façon, est-ce qu'ils avaient le choix? Et comme j'ai toujours le micro, j'en profite. Hein, voilà, je kidnappe le micro pour remercier mon amie qui s'est déplacée aujourd'hui, Anaïs, et qui est une très très grande résiliente. Voilà. Et évidemment, je remercie mon grand frère
d'amour à moi qui est dans la salle, que j'aime très très fort et qui me soutient dans tout ce que je fais, même si je fais n'importe quoi, il va me soutenir quand même. Donc merci à lui d'être venu. Et il m'a d'ailleurs demandé si je veux chanter aujourd'hui. Alors aujourd'hui je ne vais pas chanter, mais... arrêtez. Mais je vais vous demander d'accueillir Saïda qui a une petite surprise pour vous. Je fais partie de Résiliente 2, la saison 2. Et ce soir, avec ma sœur de cœur, Nafianti, nous allons vous interpréter une chanson le titre est Family. Nous avons toutes et tous une famille, celle qui nous voit arriver au monde, celle qui nous voit grandir. Ensuite, nous avons toutes et tous la famille que l'on bâtit avec nos compagnons, nos enfants, et celle que l'on choisit, que l'on réalise tout au long de notre vie, dans les amis. Et là, en l'occurrence, c'est à ma famille des Résilientes que j'ai voulu faire honneur à travers cette chanson. Et donc, je voulais leur offrir tout l'amour et toute cette complicité qu'on vit intensément depuis l'année dernière. Pardon, on recommence. Meilleure partie. Déjà, bravo Saïda, franchement, on peut encore l'applaudir. Merci pour cette belle déclaration d'amour. Donc, on va passer à la meilleure partie de la soirée. On va accueillir nos Résilientes 3. Oui, déjà. Faudra bien y aller à un moment donné. On va commencer avec Micheline. Je vous demande de l'encourager parce que c'est pas facile de passer en premier. Sachez qu'à cet instant précis, Micheline... Bonsoir à toutes et à tous et membres de l'association ACE. Je suis Micheline. Je suis née à Fort-de-France, en Martinique, et aujourd'hui je suis fière de partager mon histoire avec vous, car je suis une personne qui a traversé des moments difficiles, mais qui a également vécu des moments heureux. J'ai grandi auprès de ma grand-mère, ma maman, une femme aimante et bienveillante, une résiliente, une femme forte qui a joué un rôle essentiel dans ma vie et dans mon éducation. Elle a laissé une trace indélébile dans mon cœur. Elle est ma source d'inspiration. Elle a marqué à jamais ma vie. Sans crier garde, ma mère a décidé de m'enlever à elle pour un départ vers la France. J'avais 11 ans. Ce fut un éloignement et un déchirement extrêmement brutal, autant pour elle que pour moi. Elle a lutté contre une profonde tristesse qui a finalement eu raison d'elle 5 ans après. Je l'aime et je lui serai éternellement reconnaissante de la manière dont elle m'a élevée et pour les valeurs qu'elle m'a transmises. Dès mon arrivée jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis passée par des périodes tumultueuses avec ma mère et mon beau-père. Je me suis sentie incomprise, blessée, abandonnée, maltraitée. Par moments, je me sentais invisible. Elle a laissé entrer de la haine et de la violence dans son foyer. Elle a fait preuve d'une grande négligence envers moi. À force de déménagement, d'expulsion, de passage en hôtel miteux, et cela, quelle que soit la saison, j'ai commencé à ressentir une haine profonde envers elle.
Pourquoi je vis ça? Pendant longtemps, je me sentais obligée de cacher mes émotions pour ne pas la déranger. Pourquoi ne m'aimait-elle pas? La réponse reste inexistante à ce jour. Tout cela a créé un profond mal-être en moi. Je faisais face à une mère muette et un fossé s'est installé entre nous du fait que je ne me suis jamais sentie aimée. Tous ces moments ont eu un impact négatif sur moi. J'ai ressenti de la douleur, de la colère, de la frustration, de l'indifférence, une totale injustice accompagnée de beaucoup de cris et de pleurs. Après cela, je me suis jurée d'être forte mentalement. J'ai trouvé en moi le moyen de m'adapter et de changer ma manière d'être en pensant à ma grand-mère. À 22 ans, j'ai eu ma première fille. Elle a littéralement changé ma vie. J'ai su que je pouvais aimer et me sentir aimée en retour. 3 ans après, j'ai décidé de changer de vie. C'est alors que j'ai rencontré le père de mes 2 filles. Mes 2 autres filles, pardon. Cap-Verdien, dont j'ignorais l'existence de ces îles avant de le rencontrer. Avec qui j'ai eu des moments heureux pendant 15 ans. Merci à toi. Au cours de ma vie, j'ai compris que j'avais la capacité d'affronter mes faiblesses et de les transformer en force pour mon épanouissement et mon bien-être. J'ai appris à voir le positif dans chaque situation et je suis fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui. La résilience est en moi, dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai su me relever, me reconstruire et me renforcer face à toutes ces épreuves. Je suis reconnaissante pour les leçons que j'ai apprises et les expériences que j'ai vécues. Je suis Micheline Sainte-Rose. Merci de m'avoir écoutée. Témoignage. Merci. Moi, j'ai le plaisir de présenter une résiliente. Je dirais pas que c'est une résiliente 3 pure. Elle n'est pas pure résiliente 3. Elle a commencé avec nous, les résilientes 2. Ça a été un plaisir de l'avoir toute cette année avec nous. Et aujourd'hui, elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas fait l'année dernière, c'est le discours. C'est son témoignage. Tu te rappelles? Tu sais qui c'est? Ah. Karine, c'est à toi. Bonsoir. Je suis Adjamoui. On me connaît au nom de Karine, sinon Maman Myriam. J'ai grandi à Madagascar. Mes parents se sont séparés à l'âge de mes 10 ans. Suite à leur séparation, nous rentrons aux Comores, un pays étranger pour nous, avec ma mère et mes 5 frères. Elle était très combattante, elle a toujours travaillé pour subvenir à nos besoins. La vie suit son cours. Après 11 ans de service dans la fonction publique, en tant qu'enseignante, j'ai décidé de prendre mon envol pour la France et laisser derrière moi ma famille. En arrivant en France en 1998, je suis hébergée. Mes cousines, un coup côté paternelle, un coup côté maternelle. C'était une période très difficile, sans papier, en travaillant au noir et au boulot ventre à chaque fois que je sortais. J'ai connu le père de mes enfants un an après. Le 1er juin 2000, nous avons eu notre premier enfant, Ben Saïd. Quelques mois plus tard, nous apprenons une nouvelle grossesse. Les grossesses étaient trop rapprochées, donc je ne souhaitais pas la garder. Lui
souhaité garder, mais moi, pas prête. Déterminée à le retirer, j'attends les procédures d'IVG. Durant les étapes de cette intervention, j'ai dû effectuer une échographie. La sage-femme m'annonce que j'attendais des triplés. J'étais seule lors de cette échographie. Bouleversée, j'appelle mon mari. Je lui dis de venir me récupérer. Il était inquiet. Nous étions dans la voiture, je lui tends l'échographie. Il regarde, il comprend, il sourit et il me dit « Alors, tu vas faire quoi ?» Je lui ai dit « Je garde ». Le 22 octobre 2001, naissance de nos triplés, Shamsuddin, Myriam et Zainuddin. Enfin, je me dis, j'ai eu la vie que je voulais, un mari que j'aime, attentionné, un beau-père et des magnifiques enfants, tout ça à l'espace de 2 ans. Un lundi matin de janvier, à 4h du matin, un des triplés se réveille. Je lui donne son biberon et le deuxième se réveille. Le papa se lève pour aller chercher le deuxième biberon. En allant le chercher, il revient et il me dit « J'ai mal à la tête ». Je lui dis « Retourne à la cuisine pour prendre un médicament ». Il revient avec la bouche grande ouverte. Il essaie de me parler, mais il n'arrivait pas à faire une phrase. Je pose l'enfant qui était dans mes bras et je crie. Mohamed, son frère, arrive dans la chambre. Mon mari continue de paniquer. J'avais l'impression qu'il suffoquait. Il est allé dans la cuisine, il cherchait de l'air. Son frère le retenait en passant qu'il voulait sauter dans la fenêtre. Je sors dans le hall, je crie, mon mari s'étouffe, nos voisins sont sortis, à peine habillés, et ils sont appelés les pompiers. Son frère et des autres voisins l'ont allongé dans la cuisine en entendant les pompiers. En moins de 10 minutes, les pompiers sont arrivés. Ensuite, les saluts. Merci. Ils l'ont amené dans notre chambre. J'attendais à ce qu'il l'amène à l'hôpital. Je patientais au salon avec les enfants et les voisines, en lisant le Coran, tout ce qui m'arrivait dans la tête. J'attendais à ce qu'il l'amène. J'attendais à ce qu'il vienne me voir, qu'il me dise quelque chose, mais rien. Je me suis levée et j'ai décidé d'aller voir moi-même. Dans le couloir, je croise le médecin qui hésite à venir me voir. Je le regarde, il me regarde. Et là, j'ai compris, c'était fini. Son frère criait, il appelait sa famille, était en route pour la maison. Je suis restée calme. Je regardais mes enfants alignés dans le transat. Ils avaient 3 mois et ont à peine 2 ans. Je continue ma vie seule. J'avais une femme de ménage, 2 heures par jour dans la semaine. Mon assistant social a tout fait pour faire venir ma mère des Comores, mais le visa ne lui a jamais été accordé. Il y avait ma belle-mère avec moi, mais malade, elle ne pouvait pas m'aider. 2 ans et demi après son décès, je me dis qu'il faut que je commence à travailler. C'était pas facile. Je courais pour les amener à l'école. Je repartais au travail. En rentrant, je travaille, je devenais
Je devais m'occuper d'eux et ça a duré 7 ans. Au bout de 7 ans, on me présente un homme que je ne connaissais pas. Nous apprenions à nouveau à se connaître au téléphone pendant 6 mois. Nous sommes mariés en 2007 et notre mariage a duré 18 ans. Au début de notre mariage, tout se passait très bien. Il s'entendait bien avec mes enfants et les enfants comme les siens. Mes enfants, l'aîné a été content d'avoir un père. Quelques années plus tard, je découvre qu'il a une addiction à l'alcool. C'était des années de combat. J'ai essayé de l'aider à combattre cette addiction en allant voir les spécialistes. J'ai tout essayé. Mes enfants ont grandi. Elles ont commencé à comprendre la situation. Ils ont essayé aussi de m'aider, mais personne ne peut aider une personne qui ne veut pas s'aider soi-même. Les dernières années de notre mariage, mes enfants n'avaient plus de patience et moi aussi. On avait honte de la situation vis-à-vis de nos voisins, de nos entourages et notre famille qui ne supportait plus. Au début de l'année 2025, il sort de nos vies. Mes enfants restent en contact par téléphone avec lui. Pour eux, il reste leur père. Il les a élevés depuis tout petit. Ma réussite dans tout ça, c'est l'amour qu'il y a entre mes enfants et moi, et eux entre frères et sœurs. Leur sœur est très protectrice. Elle veille beaucoup sur eux. Nous ne sommes pas éternels. Si je pars, elle sait comment faire, comment se comporter et comment leur parler. À partir de leur adolescence, ma fille m'a beaucoup aidée. Elle était mes yeux dehors. C'était une meneuse, mais dans le bon sens. Tout le temps, ses frères me disent: si Myriam ne fait pas, on ne fait pas. Si Myriam ne vient pas, on ne vient pas, etc., etc. Elle m'a beaucoup aidée. Merci, ma fille. Je vous aime. Je suis la fille de parents d'immigrés qui m'ont élevée du mieux qu'ils ont pu, dans ce que j'appelle ma France. Je suis un produit typiquement bleu, blanc, beurre, fière de l'être. Cela m'a aidé à me construire. Bien évidemment, j'ai dû gravir, prouver, confirmer ma place dans cette société qui est pour moi pratiquement patriarcale. Et pour moi, j'ai réussi. J'ai réussi ma scolarité, mes projets, ma vie de mère, mes enfants qui sont là ce soir, ma famille qui est là ce soir. Et je suis fière de ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, je pensais être forte. Jusqu'au jour où j'ai rencontré celui qui allait bouleverser ma vie. Je vais pas pleurer. Un homme qui est d'apparence parfaite. Mais qui s'est révélé tout autre. J'ai accepté ses défauts parce que nos mères, et je pense que beaucoup de mères, l'avaient fait avant nous. Ils m'ont dit de patienter, d'écouter, d'apprendre que c'était normal, disaient-elles. Alors j'ai patienté. Ces mœurs que d'ailleurs je ne comprends toujours pas. Et puis sans même me rendre compte, je me suis oubliée. J'ai perdu cette force qui m'animait. Samina, moi, je n'étais plus. Alors je me suis éteinte. J'ai subi ces violences, cet harcèlement quotidien, et j'ai supplié. Et sans comprendre comment, je me suis retrouvée prisonnière. J'étais à sa merci. Moi, cette mère de famille, aimant plus que jamais, je ne voulais plus vivre.
pensais que mes enfants seraient mieux sans moi. Je me disais après tout, comme il disait lui, c'est de ma faute. Alors je me suis isolée. Il m'a isolée. Et je l'ai cru. Puis un soir, ce soir-là, j'ai eu peur. Et j'ai eu très peur. Les enfants dormaient. Et il a tenté de me jeter par la fenêtre. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Pour eux, pour moi, et surtout pour mes enfants. Fallait que je me sauve. Fallait que je nous sauve. Donc j'ai puisé sur tout ce qui me restait. Et j'ai réussi. Je suis sortie de là, endettée, parce qu'il m'a endettée, vidée, brisée, mais libre. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Moi, Samia, celle qu'on disait incapable, celle qu'on n'attendait pas au Sénat. Je suis là à vous parler, pour partager cette partie de ma vie. Une partie de moi qui me rappelle plus jamais ça. Que je ne peux plus vivre ça. Et qu'aucune femme ne devrait subir ça. Parce qu'aujourd'hui, j'y crois. Nous avons toutes le gros bonheur. Voici ma définition de la résilience. Merci d'abord aux résilientes de m'avoir accueilli. Petit message à Léonce. Je vais parler sur la résilience, mais je ne savais pas du tout elle aussi le faire. Voilà, ça s'est tombé comme ça. Alors, on m'a souvent dit, j'adore la capacité de résilience. Waouh, quelle résilience tu as, sans jamais vraiment me reconnaître dans ce monde. C'est vrai que j'ai toujours été capable de me sortir de situations difficiles et traumatisantes depuis mon plus jeune âge. Je ne sais pas vraiment d'où venait cette force surhumaine qui me faisait, qui m'a amenée à sortir d'un schéma familial toxique, ancré depuis des générations, ou encore ce qui m'a poussée à devenir l'amie de ma maladie plutôt que son ennemi. Je suis porteuse de la maladie qui s'appelle la drépanocytose, avec sa forme la plus sévère. C'est-à-dire que ça se traduit par des douleurs articulaires et abdominales très très intenses. Des douleurs beaucoup plus intenses que les douleurs d'accouchement. C'est aussi des échanges transfusionnels tous les mois. C'est aussi une fatigue quasi permanente avec lesquelles on est obligé je suis obligée de vivre avec. Et c'est aussi une angoisse à la moindre prise de sang. Parce que j'ai plus du tout de veille à ce jour. Et chaque prise de sang est vraiment très très compliquée pour moi. Mais ce qui est plus angoissant pour moi, c'est d'avoir peur de ne pas me réveiller le matin, de peur d'avoir une AVC. Ça, c'est les effets secondaires de la maladie que je porte. Mais tout ça, c'était une question centrale, voire vitale, parce que j'ai choisi de vivre et non pas de survivre. Ce combat que j'ai a duré 45 ans, 45 longues années où j'ai pas pu m'exprimer.
j'ai pas pu ressentir des émotions, j'ai pas pu aimer, j'ai pas pu être moi-même, simplement Dulce. Puis, à l'âge de 11 ans, j'ai subi une immigration avec cette obligation de devoir apprendre le français, de devoir apprendre de nouveaux codes sociaux et aussi d'essayer de trouver ma place. Ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi, surtout que j'étais toute seule. Depuis un très long moment, mon corps a essayé de me parler. Il m'a lancé beaucoup de signaux, sans vraiment que je prenne conscience de ce qu'il voulait me dire. Puis un jour, il m'a pas laissé le choix. Et ça s'est traduit par des colères extrêmement violentes, qui venaient vraiment du fond de mes tripes, et qui était impossible pour moi de les contrôler. Mon corps et mon cerveau à ce moment-là ne répondaient plus du tout. À cet instant, j'ai pris conscience que je devais prendre soin de moi. C'était une question de vie ou de mort. Et j'entends souvent la phrase « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des belles rencontres ». Et c'est ce qui se produit pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai jamais fait des rencontres qui ont été aussi marquantes et déterminantes dans ma vie qu'avec celle que j'ai eue avec ma fille, qui me présente aujourd'hui. La personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, et aussi les résilientes. Merci à vous de m'avoir accueilli. Aujourd'hui, mon résilience prend tout son sens, car j'ai retrouvé ma Dulce enfant qui m'a sauvé la vie, qui m'a permis d'être la Dulce que je suis devenue aujourd'hui. Dulce, la femme forte, Dulce, la femme confiante, Dulce, la femme drôle, mais aussi la femme résiliente. Aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer pas à pas, à mon rythme, et surtout en mettant de côté les attentes et les critères que les autres veulent m'imposer. Et la crème de la crème, c'est que je vais continuer à m'aimer encore plus chaque jour, et je vais aimer autant que possible. Mesdames et messieurs, ce soir, je me tiens devant vous pour partager une partie de mon parcours, une histoire faite de douleur, de lutte, mais aussi comme je vous le disais, c'est une histoire faite de douleur, de lutte, mais aussi d'amour et de résilience. Mon premier trauma est arrivé le 8 janvier 1972 à Paris 18e. Je suis née sous le prénom de Mazda. Et oui, maman, avec son accent de Meknès, a dit à la sage-femme Mesda. Mejda, avec l'accent de Meknès, Mesda. Donc c'est resté Mazda. Marocaine d'origine, musulmane de confession, j'obtiens la nationalité française à 16 ans par le tribunal de Gonesse. Depuis, je ne sais combien de fois la loi a changé, évolué, pour que d'autres enfants puissent aussi accéder à ce droit. À 17 ans, deuxième trauma, j'apprends que les assurances ne prennent pas en charge le rapatriement d'un corps si la personne s'est suicidée. Mon père, dans sa folie, a tiré sur nous et dans un dernier acte d'amour et de douleur, s'est tiré une balle dans la tête. 「 On peut penser que le monde s'est arrêté. 」 « 「 On peut penser que le monde s'est arrêté. 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « «
Mais non, une nouvelle vie a commencé. Comme je le disais justement à ma mère, enfin, comme je le disais justement, ma mère, c'est ma mère qui le disait, nous étions une famille enfermée dans une cage à oiseaux qui s'ouvre d'un coup, pouf, comme une délivrance. La force de cette femme a été une lumière dans l'obscurité. Faut que j'arrête là, regarde. Déracinée, maltraitée, elle a élevé toute seule ses enfants avec une tendresse infinie dans le partage, le respect de l'autre et l'empathie. Sa foi et sa résilience ont fait de nous des êtres debout, fiers et libres. Nous avons tous réussi nos études portées par cette femme. Aujourd'hui, je suis plus fière. Pardon, je suis plus fière. Plus fière d'elle. Elle est l'héroïne de ma vie. Le symbole d'un amour inébranlable. Merci. À mon tour, je suis devenue mère de 3 garçons. Un autre trauma, une autre épreuve. Comme le dit toujours ma mère, Aïcha Fatema, Allah te donne les épreuves que tu peux surmonter. À l'âge de 6 ans, Sofiane, mon fils, 3e, a été renversé par une voiture devant moi. 12 jours de coma, de prière. Et quelle prière! Par M. Chouraki à la synagogue, par Françoise, la voisine de ma maman, dans un avion en direction de New York, et tous les frères et sœurs de la mosquée, bien sûr. Après son réveil, il a passé 9 mois, le temps d'une grossesse, à l'hôpital en rééducation. Comme lui, que j'appelais Iron Man, je devenais guerrière. Guerrière à la maison, je divorçais à ce moment-là. Au travail, je prends une direction d'école. Et surtout à l'hôpital, quand j'allais le visiter. Les personnes qui m'ont entourée, ma mère, mes frères et ma sœur. Ah, ma sœur. M'ont donné cette force inépuisable. Aïe, quelle aventure. Il y a 17 ans, j'ai traversé ces tempêtes, ces épreuves, ces traumatismes. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il ne reste plus de tout cela, ou presque. Plus de douleurs, plus de blessures, visibles ou invisibles. Je suis forte, j'ai le moral, je me sens prête à tout affronter. Et pourtant, il y a cette sensation étrange, ce vide qui s'installe, un vide qui ne se comble pas, une absence de goût, de plaisir. Pourquoi? Mon corps me fait mal, chaque fibre, chaque cellule, et mon esprit aussi. Tout semble s'être figé dans une douleur sourde, comme un écho qui ne veut pas s'éteindre. Mais la vie, une fois encore, nous réserve des rencontres inattendues, des lumières dans l'obscurité. C'est qu'un jour, ainsi, par hasard, j'ai rencontré une sophrologue. Enfin d'abord, une amie, que je ne savais pas sophrologue, Najette. Et Najette m'a présenté Fatima, la présidente de ACE, l'association ACE. Ça a matché, hein. Je ne sais pas où elle est, mais ça a matché. Et j'ai décidé de m'y engager. J'ai plongé, sans réfléchir, franchement j'ai plongé. Maintenant, que vous dire, je suis impatiente de nos rendez-vous du week-end, comme si chaque séance était une nouvelle étape vers la renaissance. Avec vous, je fais des choses que je n'aurais jamais osé faire auparavant. Courir dans la boue, traverser des rivières, poser pour des photos, waouh! Le plus dur pour moi, c'était les photos. La bouffe, non, c'était fou.
mais des photos, waouh! Quand l'une d'entre vous manque à l'appel, les Résilientes 3, elle me manque. Parce que partager nos épreuves, nos douleurs, nos victoires me fait réaliser que je ne suis pas seule, que je peux avancer, que je dois passer à autre chose. Ce chemin, cette rencontre m'ouvre des portes vers une nouvelle vie. Une vie où je peux enfin commencer à guérir, à me retrouver. Je vous remercie de m'accompagner dans cette aventure, de m'aider à retrouver la force et la lumière en moi. Et je voulais juste rajouter quelque chose, pas que pour moi, parce que c'est vrai, c'est mon défaut, je trouve ça un peu trop solo. Je suis désolée, on a cette résilience, on a ce travail. Pour moi, en ce moment, les meilleurs dans la résilience, c'est ceux qui sont dans un autre pays, dans un autre monde, pour qui c'est super compliqué, mais ils ont toujours le sourire. Je suis super impressionnée par ces gens qui viennent de Gaza. Voilà. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Chers amis et chers résilientes et chères familles. Je suis Linda, j'ai 30 ans. J'ai grandi en Algérie dans un village qui s'appelle Boussélem. J'ai étudié en Algérie, puis je me suis mariée très jeune, à l'âge de 20 ans, avec un cousin de la famille, un cousin proche qui vit en France. Un amour fort et intense. Du coup, on a le même nom de famille. Ce qui est tout à fait d'accord. Désolée. Du coup, on a le même nom de famille. Qui est normal pour moi, car nous sommes des cousins. Mais pour certaines personnes, ce n'était pas le cas. Les gens pensaient que c'était là, je suis là juste pour les intérêts et que je suis là juste pour les papiers. À partir de là, a commencé les moqueries et le harcèlement. J'étais rabaissée et le père, c'est des personnes de la famille. Par rapport à ma langue française et surtout mon accent kabyle, ce qui m'a empêché d'avoir confiance en moi. Ce n'était pas facile à gérer, mais j'ai tout gardé pour moi et je suis restée forte car je vis une relation distance avec mon mari. Enfin, je rejoins mon mari en France après 2 ans de relation à distance. Enfin, précisément, je suis arrivée le 21 décembre 2017. Et vite fait, je tombe enceinte de mon premier enfant que j'appelle un cadeau du ciel. Une fille que j'ai appelée Asia. Et vite fait, je débute aussi une vie professionnelle en France et je m'intègre à ce nouveau pays. J'ai intégré en 2019 l'école de la deuxième chance pour m'aider dans mes recherches. Je cumule les stages en entreprise et je finis par signer un contrat CDI dans le commerce. Je ne suis pas arrêtée entre le travail, les stages et surtout mon rôle de maman. Pour prouver aux gens qu'ils n'ont pas cru en moi et que je peux y arriver et que je suis forte, je suis une battante, je me bats tous les jours pour ce que je veux et pour ce que je mérite. La vie n'était pas facile pour moi, elle m'a traîné partout, entre les problèmes et les dettes, surtout avec un enfant. Il y avait des hauts et des bas, mais il avait aussi dans un autre côté. Elle m'a offert un garçon merveilleux que j'ai appelé Issam. Une fille et un garçon, le choix de moi. Mon accent et ma façon de parler fait partie de mon identité. Et je suis fière de mes origines et des valeurs qui m'ont été transmises. Et j'avais la grande éducation par mes parents qui m'ont tout donné. Un nouveau codeur, un neveu... Je suis désolée. Un moment dur pour mon mari, qui perd son papa en 2022. Mais aussi, c'était dur pour moi, car j'étais très proche de mon grand-père. Il était toujours là pour moi,
Et quelques mois plus tard, j'ai accouché de mon 3e enfant, qui nous avons donné le même prénom, Mohamed Chérif. C'est un sentiment bizarre, assez bizarre, partagé entre la peine et la joie. On y a retrouvé le réconfort auprès de notre nouveau-né et de nos enfants pour surmonter ces épreuves. Aujourd'hui, je me suis prise aux mains et j'ai décidé de vivre à ma manière. Et n'oubliez pas que derrière une femme forte, un homme capable, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je voulais prendre un moment pour te remercier au fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tes enfants. Ta présence me touche profondément. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés, d'être aimée, s'y trouver grâce à une autre, sa vérité, et aider cette autre à trouver la sienne. C'était pas facile pour nous, c'était pas facile surtout pour toi, et pour moi. Mais on s'est donné la main de la main, on s'est battu, on a réussi. Nous sommes ensemble, dans nos cœurs, et nos cœurs en main. Les dernières années, elles ont été marquées pour nous, entre les bons et les mauvais moments. Mais finalement, on n'a jamais abandonné. On n'a pas baissé les bras. Merci d'avoir crié avec moi, une si belle famille. Je t'aime, je t'aimerai jusqu'à la d'avoir crié, partagé ces beaux moments. Nous sommes très sincèrement touchés par votre engagement à nos côtés. Si je peux me permettre, je n'ai pas préparé le discours, mais du coup, avec ce qu'elle vient de dire là, je tenais aussi à la féliciter. Bravo à elle, bravo pour son engagement, bravo pour tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est avec cette association. Très sincèrement, ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. Vous vous rendez peut-être pas compte pour certains, mais pour nous c'est énorme. Elle a pris un coup de boost réellement, ça l'a transformé et très sincèrement ça fait du bien à la maison. Et encore merci à l'association. Pas l'habitude de parler devant plein de gens. Voilà. Je suis comme vous, hein. C'est la première fois que j'entends leurs histoires et franchement je suis vraiment touché. C'est comme des moments pour moi. Ça veut dire ce métier-là, je me donne à fond pour eux et franchement, je vais les applaudir. Des femmes très très fortes et franchement je vous tire mon chapeau et j'ai du respect envers vous et franchement je tenais à vous féliciter vraiment parce que quand j'en tremble même, j'arrive même plus à parler. Déjà je suis ému d'être là aujourd'hui dans un lieu symbolique comme le Sénat. Je ne pensais jamais de ma vie que j'allais être ici. Merci à vous mesdames et franchement merci encore une fois.
je vais me présenter en rapide. Je m'appelle Jean-Paul Comis, j'ai 30 ans et j'habite à Villers-Belle. Je suis venu en France à l'âge de 10 ans et voilà, mon parcours, je suis allé à l'école, je n'étais pas trop très fort à l'école aussi, mais j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours aimé le sport car, mesdames, moi je suis comme vous aussi. J'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie, j'ai perdu des amis très proches. Il y a un ami à moi qui est décédé devant mes yeux et c'est pour ça que je me suis mis dans le sport, pour vraiment enlever cette douleur que j'avais en moi et je tenais à transmettre ce moment que j'ai vécu par rapport au sport qui m'a aidé à avancer dans ma vie, à rentrer dans le sport, aider les gens, ça me tient vraiment à cœur. Le sport, c'est un moment de revivre et vous l'avez vécu. Et franchement, je tenais vraiment à vous encourager. Ne baissez jamais les bras. Vous êtes vraiment des femmes très fortes. Je le répète encore une troisième fois, même 10 fois. Vous êtes vraiment fortes et je ne sais même plus quoi dire pendant tout ce discours-là. Et voilà, je tenais à remercier Fatima. Merci de m'avoir fait confiance. Et il y a Léonce aussi, la marabout. C'est le marabout alors. Quand tu vas dans son bureau, tu parles direct. Et franchement, merci à tout le monde, à Isabelle, toutes les filles. Merci beaucoup. Et voilà, force. De cette année. Dans mon discours, j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, après cette maladie, je me suis résiliée. Je me suis résiliée à vivre avec les séquelles invisibles. C'est parfois dur, mais je tiens. Merci beaucoup. J'appelle, s'il vous plaît. Je suis très heureuse de te remettre ce diplôme, Dulce. Sûrement mon dernier diplôme de toute ma vie, que j'accueille avec grand plaisir. Merci à tous. Merci les étudiants et l'association. Je suis très contente de remettre ce diplôme à Samia. Je vais juste ajouter un petit mot. On en rendez-vous dimanche ou pas? En tout cas, merci à Fatima, parce que j'ai reçu des menaces. Faut pas l'oublier, les menaces de Fatima, pour venir, pour faire. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Merci pour Léonce, merci pour mes enfants, et merci à vous toutes, avec ma famille maintenant. Je suis heureuse de remettre ce diplôme à Magda. J'espère qu'il y en aura d'autres après. Je vais appeler celle avec qui, lors de la première réunion de la saison 3 des Résilientes, nous avons échangé beaucoup de regards complices, beaucoup de sourires. Ça a très vite accroché. Je vais appeler la belle et souriante Micheline.
résilience. Donc, merci petit diplôme. Bonjour à tous. Je vais remettre le diplôme à celle que je considérais comme ma petite maman, Karine. Pas grand-chose, rien que de dire merci, merci. À chaque fois que je suis avec vous, je me rejeunis tous les matins, tous les matins. À chaque fois que mais malgré tout, je suis résiliente de avant vous. Alors moi, j'ai l'honneur de remettre le diplôme à Linda. Linda, une magnifique découverte, une femme pleine de vie, généreuse, toujours de bonne humeur, ne change jamais. Encore merci à l'association ACE. Je voulais juste dire je crois que je t'ai oublié ma belle. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Samia. Parce que c'est elle qui m'a montré Fatima. C'est elle qui m'a rentré dans cette association. C'est magnifique. Avant de clôturer la soirée, et avant de donner la parole à la présidente, je vais d'abord donner la parole à nos jeunes, s'ils veulent bien s'avancer, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été un travail vraiment intergénérationnel. On en a beaucoup appris. Ils vont appris de nous aussi. Et là est toute la magie du programme. Élus, on se tient devant vous aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et de gratitude pour prendre la parole sur un sujet essentiel, les femmes et plus particulièrement les mamans. Être femme, c'est souvent porter le monde sur ses épaules sans que cela se voie. Être mère, c'est aimer sans condition, élever, protéger, transmettre et parfois s'oublier. Les mères façonnent les générations futures. Elles sont les premières éducatrices, les premières protectrices, mais aussi trop souvent les premières à sacrifier leurs ambitions, leur temps, leur santé pour que les autres puissent avancer. Aujourd'hui, on veut rendre hommage à toutes ces femmes, à toutes ces mamans qui, dans l'ombre ou dans la lumière, se battent pour que leurs enfants, pour leur dignité, pour leur place dans la société, qu'elles soient chefs de famille, étudiantes, travailleuses ou en lutte, elles sont le cœur battant de notre société. Mais cet hommage ne suffit pas. Il faut des actes, du soutien, de la reconnaissance. Il faut une société qui valorise les rôles invisibles, qui protège les plus vulnérables et qui ne considère pas le dévouement maternel comme un dû, mais comme un trésor. On rêve d'un monde où être femme ou être mère ne soit plus un obstacle, mais une richesse reconnue, soutenue, célébrée. Je finirai avec une phrase très importante. Ce que vous incarnez nous éclaire et nous élève. Vous êtes nos modèles de courage. Merci pour tout. Bonsoir à tous. Moi, ça va être fait avec un peu moins d'éloquence. Mais alors aujourd'hui, je m'exprime au nom de tous les jeunes de l'association ACE. C'est avec honneur que nous assistons à la 3e fois à la cérémonie dédiée aux résilientes. Avec honneur car vous êtes un exemple pour nous.
dire que l'on fait partie de cette association qui défend les causes des femmes et dire que des femmes fortes comme vous sont des nôtres. Nous ne pouvons qu'être fiers de faire partie de cette association. Les grandes phrases faites pour nous dire que la vie est dure, que les briques de douleur s'entassant et formant des murs qui nous bloquent, nous empêchant d'avancer, voire même nous font reculer, nous les jeunes, nous les entendons et parfois nous les vivons. Mais quand nous sommes entourés de vous, les résilientes, quand nous sommes... Quand on est en pleine activité avec vous, que ce soit sportif, même si ça c'est compliqué, quand on quand on intervient dans certaines activités avec vous, qu'on fait des restos avec vous, ou que l'on assiste à certaines cérémonies comme celle d'aujourd'hui, où on entend vos histoires, on voit les femmes fortes que vous êtes, on entend que vous avez des moments compliqués, des moments très compliqués, et que malgré tout, aujourd'hui, vous arrivez à vous tenir devant nous, forte, vous exprimer. Vous êtes un réel exemple pour nous. En tant que femme, donc, à la fin, oui, il y a vraiment dans mon discours, en gros, je disais que il y avait les phrases sur la vie dure. Vous les représentez, mais vous nous avez appris certaines phrases comme le fait de se lever, toujours se relever et toujours avoir le sourire. Et ça, vous ne les avez pas montrées, mais vous les avez apprises. Donc pour ça, encore merci. Je vais désormais appeler la présidente de l'association. Mes filles sont là ce soir et elles sont témoins du changement que tu as fait évoluer chez moi. Et Baptiste, tu vas pleurer. Et vas-y. Fatima, je suis fière de mon travail. Je te remercie à titre personnel, mais aussi au nom de toutes les résidentes, je pense. Tu as su nous remettre le sourire là où on avait perdu. Ton travail est essentiel. Votre soutien aussi est essentiel. Je vois aussi beaucoup d'hommes ce soir. Sachez que pour nous, dans notre combat de féministes, c'est très important. On ne se bat pas contre les hommes, on veut se battre pour nos droits avec vous. Donc, merci à vous. Monsieur le délégué du préfet, mesdames, messieurs les élus de la République, chers partenaires, chers invités, chères familles, je me tiens devant vous ce soir avec une émotion profonde, mais aussi avec la force tranquille de celles et ceux qui, face à l'injustice, choisissent l'action. Je suis Fatima Tadou, présidente de l'association ACE, amicale de citoyens engagés. Une association née d'un cri du cœur, d'une conviction inébranlable, celle que les femmes et les jeunes ne doivent plus être laissés seuls face aux violences, face au silence et face à l'abandon. Aujourd'hui, nous célébrons les résilientes, ces femmes qui transforment leurs blessures en lutte, leur lutte en action et leurs actions en puissance collective. Elles ne sont pas que des survivantes, ce sont des bâtisseuses, des sources d'inspiration, des actrices du changement. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour célébrer. Nous sommes ici pour témoigner, pour interpeller, pour rappeler à toutes et tous que la résilience est un chemin, pas une fin en soi. Depuis bientôt 5 ans, ACE agit sur le terrain avec des moyens modestes, mais une détermination sans faille. Nous accompagnons, écoutons, orientons les femmes, nous organisons des ateliers de parole et de sensibilisation avec des jeunes, des mères, des familles. Nous portons des projets comme Quoi d'œuvre dans le monde qui donnent la parole à la jeunesse sur les grands enjeux de société. Et surtout, nous avons créé les Résilientes, un programme unique qui allie accompagnement individuel, expression artistique et sororité active. Tout cela, nous le faisons sans local fixe, sans permanence et sans sécurité financière, mais avec une force immense, celle du lien humain, du collectif et de la conviction que la dignité ne se négocie pas. Nous ne sommes pas en difficulté, nous sommes en action permanente
souvent dans des conditions précaires, mais avec une constance détermination. Ce que d'autres appellent fragilité, nous l'avons transformé en créativité sociale et en audace citoyenne. Mais cette situation ne peut pas rester la norme. Les associations de terrain remplissent des fonctions vitales. Elles écoutent, elles protègent, elles accompagnent, souvent avant même que les institutions n'aient le temps d'agir. Pourtant, les acteurs sociaux sont épuisés. Les femmes attendent des mois pour un rendez-vous. Certaines n'osent pas parler parce qu'elles ne sont pas comprises ou parce qu'on minimise leur souffrance. Et il est urgent de déconstruire l'idée que les violences faites aux femmes se limiteraient aux violences conjugales. Les violences sont multiples. Sociétales quand les normes et les regards oppressent, communautaires quand l'entourage contrôle, juge, médicales quand on refuse de croire les femmes qui souffrent d'endométriose, par exemple, de douleurs liées à la ménopause et un parcours de FIV. Professionnelles quand des responsables manipulateurs les humilient, les écrasent, les excluent. Psychologique quand on exige d'elles qu'elles soient à la fois mère parfaite, épouse irréprochable, professionnelle exemplaire et militante engagée. Il n'y a pas de classe sociale épargnée. Et plus on monte dans l'échelle sociale, plus la parole se verrouille. Parce qu'il faudrait préserver l'image, porter le masque de la femme forte, celle qui gère tout. Cette pression est une violence en soi. Pendant que certains affichent des slogans, nous portons un féminisme d'action, de terrain, de justice. Un féminisme inclusif, réaliste, interculturel, qui pense aux oubliés, aux précaires, aux isolés. Un féminisme qui ne réclame pas des privilèges, mais l'égalité réelle et accessible pour toutes. Alors oui, ce soir nous demandons, c'est délégué du préfet, plus de moyens pour accompagner les femmes durablement, au-delà de l'urgence, la démocratisation de l'accès à la santé mentale, parce que chaque femme, quelle que soit sa langue, son statut ou son quartier, doit pouvoir accéder à un soutien adapté. Aujourd'hui, les délais sont insupportablement longs et les consultations trop chères, 100 € la consultation en psychiatrie ou en psychologie. Le soin mental ne doit plus être un luxe. Des lieux sûrs, accueillants et pérennes où les femmes puissent se reconstruire avec dignité. Et surtout, la reconnaissance pleine et entière du rôle des associations de proximité, non pas comme supplétifs, mais comme partenaires essentiels des politiques publiques. Mais nous savons aussi remercier. Merci aux bénévoles d'ACE qui donnent leur temps, de leur cœur et leur force sans relâche. Merci à la ACE Family, les jeunes, les femmes, les associations, les maris aussi, parce qu'on a tendance à les oublier, mais ça fait du bien, qui font vivre ce collectif solidaire sans jamais sombrer dans le repli. Merci aux partenaires publics, à l'État, à la politique de la ville, à la ville de Villers-le-Bel, aux agents engagés sur le terrain. 400 € de subvention de fonctionnement annuel. C'est bien trop peu pour un projet d'utilité publique. Mais chaque soutien compte et nous croyons à la force de l'alliance entre terrain et institution. Je veux le dire ici avec clarté mais sans amertume. Le soutien ne se mesure pas au discours mais à la constance des actes. Nous n'avons pas besoin de belles paroles en public si en privé on détourne le regard quand il faut du courage. La solidarité, la vraie, ne consiste pas à s'afficher, mais à être là quand c'est difficile, quand c'est inconfortable et quand ça coûte. C'est dans ces moments-là que nous reconnaît les alliés sincères et qu'on nous démasque le silence complice. ACE fêtera bientôt ses 5 ans, peut-être sans toi, mais avec une âme, une vision et une détermination que rien n'éteint. Les résilientes, ce sont toutes ces femmes, celles qui, chaque jour, portent le poids de la solitude, du mépris, de la trahison. Celles qui, après avoir fui les violences, essaient de se reconstruire tout en élevant leurs enfants, mais qu'on juge au lieu de soutenir. Celles qui subissent la violence psychologique au sein du couple et qui doivent continuer de sourire parce que c'est ainsi. Celles qui affrontent en silence les fausses couches, les parcours de FIV, les douleurs invisibles et qui, malgré tout, doivent faire semblant. Celles qui ont des maladies minimisées, des plafonds de verre, des étiquettes injustes. Celles qu'on accuse d'avoir réussi parce qu'elles sont belles. Comme si leur force et leur mérite n'avaient pas de valeur.
celles qui portent des blessures invisibles, celles qui vivent encore les conséquences de l'excision ou l'infibulation, et à qui on a volé le droit de vivre pleinement leur corps et leur intimité. Celles qui subissent la violence des mariages forcés, contraintes de partager leur vie et leur lit avec des hommes qu'elles n'ont pas choisis. Celles qui, au quotidien, endurent la pression familiale et communautaire, le poids du « qu'en dira-t-on » et les traditions qui étouffent leurs rêves. Celles qui subissent en silence, celles qui parfois rencontrent des obstacles dans leur parcours parce qu'elles portent un voile et se voient refuser l'accès à des compétitions sportives, à des sorties scolaires ou à d'autres événements collectifs, comme si leur appartenance religieuse devait les éloigner de la vie citoyenne. Celles qui sont mères seules, qui élèvent avec courage un ou plusieurs enfants en situation de handicap, à qui l'on refuse parfois une inscription à l'école ou un accompagnement digne, faute d'AESH ou d'AVS en nombre suffisant. Ces femmes qui, même épuisées, n'ont pas le temps de répit. Les résilientes, ce sont toutes ces femmes, toutes ces histoires, toutes ces luttes. Elles sont là, souvent invisibles, mais bien réelles. Ce soir, c'est à elles que je veux dire nous vous voyons, nous vous entendons et vous n'êtes pas seuls. Nous continuerons pour les femmes, pour les jeunes, pour la dignité, parce que résister, c'est exister, parce que la résilience n'est pas une fin, mais un levier pour changer la société. Merci.